Bonjour à tous, 7e épisode sur l'actualité écologique de la semaine, c'est parti. Alors, des nouvelles de la COP28 qui est à peu près à mi-parcours en ce moment. Alors déjà, à noter qu'il y a une coalition de 450 organisations qui estiment qu'il y a près de 2500 lobbyistes des énergies fossiles qui ont été accrédités à la COP28. Donc juste pour vous donner un petit ordre d'idée, en 1995, pour la COP1, ils étaient 11. L'année dernière, ils étaient déjà 636. Là, 2500. Voilà, ça en dit long sur cette COP28 qui donc en plus se passe à Dubaï. On en a déjà parlé la semaine dernière. D'ailleurs, le sultan Al-Jaber, donc qui est le président de cette COP, dit que pour lui, il n'y a pas de preuve scientifique derrière la demande de sortie des énergies fossiles. Tout ça dans un moment où justement les scientifiques nous annoncent que le dépassement des plus 1,5 degrés à l'échelle donc de la planète, ça pourrait être pour dans 7 ans à peu près. Qu'en même temps, les émissions de gaz à effet de serre ont encore augmenté de 1,1% l'année dernière. Bref, la situation est catastrophique, mais voilà. Les lobbyistes sont là pour faire face. Alors d'ailleurs, justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette COP28 ? Bon, à ce stade, on pense que au mieux, on aura une résolution qui prônera une volonté pieuse, un vœu pieux de sortie des énergies fossiles, mais avec aucun objectif, il ne faut pas plaisanter. Et au pire, pas d'accord du tout. Donc, bref, tout ça promet d'être réjouissant. Ironiquement parlant évidemment. Au niveau de la France, Emmanuel Macron, vous avez peut-être vu, donc lui il insiste, il a promis d'ailleurs la sortie du charbon, donc pour 2027, bon, sachant qu'en 2017 il l'avait déjà promis pour 2022, et puis à l'été 2022 on a acté la réouverture de centrales à charbon, donc encore une fois la cohérence à son sommet, et puis surtout sa grande ambition, c'est de promouvoir une augmentation par 3 de la production nucléaire à l'échelle mondiale d'ici 2050. Donc ça, c'est à la fois complètement fou et impossible par ailleurs. Donc juste, il faut avoir en tête une chose, c'est que même en France, donc qui est censé être un pays à la pointe donc du nucléaire, vous savez le gouvernement a lancé un programme de relance du nucléaire. Ben, même pour ces premiers nouveaux réacteurs qu'on créerait, selon le PDG d'EDF lui-même, leur ouverture à 2037, c'est déjà une option optimiste. Effectivement, je rappelle que pour l'EPR de Flamanville, par exemple, il est toujours pas ouvert et qu'on en est à plus de 12 ans de retard sur le chantier, et je parle même pas de la gabegie financière qui va avec. Bref, donc on se dit que ces réacteurs, ils ouvriraient pour 2037 au mieux. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, nos émissions de gaz à effet de serre, en réalité, elles ne baissent pas, puisque il ne se passe rien dans ce laps de temps pour aller en ce sens. C'est un énorme investissement financier, et en plus de ça, au bout du compte, on se retrouve avec une source d'énergie dont on sait qu'elle n'est pas résiliente au changement climatique. Donc d'ici 2037, donc au mieux, on ne sait pas ce que sera l'ampleur du réchauffement climatique. On sait que ça accélère. Les scientifiques eux-mêmes commencent à dire qu'on ne sait pas bien vers où on se dirige et à quel point les dégâts seront importants. Enfin bref, en tout cas, on sait qu'on a besoin d'eau pour refroidir nos centrales. On sait que la sécheresse, c'est un problème pour les centrales, que l'augmentation des températures, c'est un problème pour les centrales nucléaires. Bref, où on en sera en 2037, on n'en sait rien. Bref, tout ça tient absolument pas la route. La seule solution, ce serait une véritable politique de sobriété énergétique et bien sûr le développement massif des énergies renouvelables. Bon, vous l'avez compris, bon, c'est déjà même pas notre direction, mais c'est encore moins celle que semble prendre cette COP28. On verra, et ça se termine donc le 12 décembre prochain. On verra quelles en sont les conclusions. Bon, et puis, puisqu'on parle d'écologie, je voudrais quand même tirer mon chapeau à notre bon ministre de la transition écologique, qui a quand même eu le bon goût de fustiger les jeunes. C'était la semaine dernière, je crois que c'était dans le Sud-Ouest, où il a quand même osé dire que les jeunes étaient angoissés par la situation climatique, le réchauffement, etc., mais que quand même, ça ne les empêchait pas d'acheter des vêtements issus de la fast fashion. Donc c'est juste odieux en fait comme commentaire, parce que évidemment si les jeunes se dirigent principalement vers ce type de vêtements, c'est avant tout parce qu'ils ne sont pas chers, et que on sait bien à quel point la précarité ne cesse de monter malheureusement parmi la jeunesse de notre pays. Et puis en plus de ça, c'est l'illustration parfaite de la politique gouvernementale qui fustige la responsabilité individuelle au lieu de mettre en place des solutions. Nous, par exemple, on propose une allocation pour les jeunes. Donc ça permettrait d'acheter d'autres types de vêtements si on en avait les moyens. Et puis il pourrait y avoir, je sais pas moi, des mesures par exemple pour interdire la publicité pour ce type de produits si on les juge néfastes, une forme de protection
protectionnisme écologique, etc., etc. Bref. Et puis en plus, on apprend en même temps que ce cher monsieur Béchu se servirait de jet privé en douce pour ses déplacements dans le cadre donc de son travail de ministre de l'écologie. Et là-dessus, donc en fait, on s'aperçoit qu'en plus ces jets, ils sont affrétés de Toulouse. Donc ça veut dire que par exemple s'il se déplace en Bretagne, il y a un jet privé qui vient de Toulouse à Paris pour l'emmener en Bretagne et revenir, etc. Il a reconnu d'ailleurs et il dit qu'il assume ces trajets, enfin en tout cas certains d'entre eux. On estime qu'il y aurait une douzaine de trajets. D'après Reporter, en fait, avec tout le trafic dont je viens de vous parler, en fait, il a fait faire 12 000 km à des avions et ça équivaut à l'émission de 23 tonnes de CO2. Pour donner une idée, c'est 2,5 fois ce qu'émet en moyenne un Français sur une année. Donc voilà, chapeau l'artiste, encore une fois une démonstration du fameux en même temps macroniste et d'une manière générale de l'inanité de leur politique climatique et écologique. Bon, et puisqu'on parle de la brillante action en matière d'écologie du gouvernement, eh bien, on a appris mardi soir que Elisabeth Borne, lors d'une réunion avec la FNSEA, avait annoncé qu'elle renonçait à augmenter les taxes. Alors, celle sur les pesticides, c'est la taxe qu'on appelle la redevance pour pollution diffuse, et celle sur l'irrigation, qui est la taxe sur l'eau. Or, ces augmentations qui étaient prévues dans le projet de loi de finances, et ça devait rapporter 37 millions pour la pollution aux pesticides, 10 millions pour la taxe sur l'eau. C'est évidemment des sommes dont on a énormément besoin dans le contexte qu'on connaît, et en plus de ça, elles étaient prévues justement pour financer les mesures du plan eau. Donc, comme je vous ai déjà parlé de l'inanité de ce plan, mais en l'occurrence, il y avait quand même un point positif, c'était l'augmentation des budgets des agences pour l'eau, donc qui était prévu justement notamment avec ces taxes. Et ça n'aura pas lieu, donc évidemment, je vous rassure, le président de la FNSEA, lui, a annoncé que c'était une grande satisfaction, et pour nous, c'est quand même assez désolant de constater que finalement, c'est pas les parlementaires, c'est plutôt la FNSEA qui fait la loi dans ce pays. Alors, il y a une très mauvaise nouvelle qui nous est arrivée de Norvège. Le gouvernement veut autoriser la prospection minière en fond marin, donc dans la mer notamment du Groenland et la mer de Barents. Donc l'idée pour eux, c'est d'aller miner donc pour chercher des minerais comme le cobalt, le cuivre, qui s'utilisent ensuite pour la transition énergétique. Donc on pourrait penser que c'est une bonne idée, mais non, c'est absolument catastrophique, parce que là en fait on va s'attaquer à des milieux qui sont dits extrêmes, qui sont très très fragiles, avec une biodiversité qui est à la fois donc extrêmement fragile, mais qu'on connaît très peu. 90% à peu près de la biodiversité de ces zones-là est inconnue à ce stade des scientifiques, mais en tout cas ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut surtout pas faire ça, parce que on va vers des risques de dégâts absolument irréversibles, parce que là on va balancer donc des bulldozers au fond de l'eau, ça va mettre des sédiments tout alentour qui vont étouffer la vie, des nuisances sonores pour tous les animaux, notamment les baleines, mais d'autres aussi. Enfin, vraiment c'est une très très mauvaise nouvelle, et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Si la Norvège effectivement concrétise ça, c'est ouvrir en fait une boîte de Pandore sur donc le minage en fond marin. En plus là c'est dans une zone qui est celle de l'Arctique, qui se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du monde. Donc il y a une véritable menace en fait sur le rôle de régulateur du climat qu'exerce l'océan. C'est une menace donc qui nous concerne tous absolument. Le Parlement norvégien va se prononcer sur la question début janvier, et là vraiment la seule solution c'est un moratoire en fait sur l'extraction minière en fond marin. C'est d'ailleurs la position tenue par une vingtaine de pays au niveau international pour ce qui concerne le minage en haute mer, c'est-à-dire dans les zones qui ne concernent aucune juridiction nationale. La France en fait partie. Et j'avais porté la voix de la France Insoumise justement l'année dernière pour une résolution pour un moratoire contre un moratoire sur l'extraction minière en fond marin. Je vous remettrai mon intervention en description. C'est un sujet donc qui me tient à cœur. Je vous l'avais compris, je crois que c'est important. Cette menace en Norvège, en fait, elle concerne tout le monde. D'ailleurs, il y a des associations du monde entier qui se mobilisent contre ça, notamment Greenpeace ou encore la SOA pour Sustainable Ocean Alliance. N'hésitez pas à les suivre et à rejoindre leur lutte. Alors, c'est le moment de sortir vos agendas. Il y a plein d'actions prévues ce week-end. D'abord, samedi à 11h à la Thèse de Bûche dans le bassin d'Arcachon. Manifestation contre ce projet complètement fou du forage de 8 nouveaux puits de pétrole donc dans la forêt de la Thèse de Bûche. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un projet qui a reçu un avis positif après l'enquête publique, alors qu'en plus on est dans une zone Natura 2000. Enfin bref,
n'hésitez pas à vous mobiliser si vous êtes dans le coin. Toujours samedi à 14h, cette fois-ci, c'est du côté du Tarn, à Saint-Germain-des-Prés. Vous savez, c'est une mobilisation contre la 69 qui est toujours, dont les travaux sont toujours en cours. D'une manière générale, c'est une manifestation contre le monde du béton. Donc allez-y en masse avec vos pancartes. C'est une manifestation qui se poursuit en fait sur le week-end. Il y aura aussi une mobilisation parisienne dimanche à 14h. Toujours voilà contre le monde du béton. Pour l'instant, on n'a pas encore le lieu, mais tenez-vous informés auprès des collectifs comme le Soulèvement de la Terre, etc. Et enfin, toujours à Paris, rendez-vous à Nation à 14h samedi pour une manifestation dans le cadre de la Journée internationale des droits pour les animaux. Là aussi, soyez nombreux si vous le pouvez. Vous savez, c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez noté tous les rendez-vous et si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux et à faire passer toutes les infos à vos amis, votre famille, tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine.